Effectivement, MeToo a fait énormément de bien à la libération de la parole des femmes, dans le sens où on en entend parler comme un vrai sujet de société, mais il y a 2 choses qu'on oublie. C'est déjà les femmes en parlaient un peu entre elles, déjà. C'était pas étalé dans les médias, et qu'aujourd'hui, l'écoute n'est toujours pas présente. C'est-à-dire que la première réaction, toujours en 2023, qu'il y a quand une femme, qu'elle soit célèbre ou non, parle de violences dont elle est victime, ou elle a été victime, elle va être tout de suite questionnée sur la véracité des faits, sur les objectifs qu'elle a à prendre la parole sur ce sujet-là, etc. Donc on en est encore finalement aux mêmes complications pour les femmes aujourd'hui. Bienvenue chez Basilic, le podcast pour changer de regard et imaginer ensemble un futur désirable. Je suis Jeanne, votre hôte, et chaque semaine, je tends le micro à celles et ceux qui façonnent le monde de demain. Je vous souhaite la bienvenue et j'espère que vous vous sentirez bien chez Basilic. Cette semaine, j'ai le plaisir de vous proposer un épisode un petit peu particulier, puisqu'il s'inscrit dans le cadre du podcaston. Le podcaston, si vous n'en avez pas encore entendu parler, est un événement altruiste qui réunit plus de 380 podcasteurs et podcasteuses qui ont accepté, grâce à Jérémy et Altrué, dont c'était l'idée, de mettre en avant une association de leur choix. Personnellement, je n'avais pas envie de mettre en avant une association écolo, bien qu'il en existe des dizaines qui font un travail absolument formidable tout au long de l'année. J'ai choisi une autre cause qui me tient à cœur, celle des violences sexistes et sexuelles faites aux femmes. En effet, au moment où j'ai lancé Basilic en 2017, j'ai longuement hésité avec un podcast consacré aux droits de l'homme. L'homme avec un H majuscule, bien sûr. Finalement, cet épisode du podcaston est aujourd'hui l'occasion pour moi de consacrer un épisode de mon podcast aux femmes victimes de violences sexistes et sexuelles. J'ai eu le plaisir de tendre mon micro à une association locale qui rayonne à l'échelle du bassin annécien. J'ai nommé Ostara. J'espère que cet échange avec l'association Ostara vous plaira. Je tiens tout de même à vous mettre en garde, car il est tout à fait possible que cette écoute soit trop difficile pour certains et certaines d'entre vous. Dans ce cas, je vous invite à ne pas écouter l'épisode, à prendre soin de vous, et on se retrouvera la semaine prochaine pour un nouvel épisode traditionnel. Je suis très heureuse de participer à cette première édition du podcaston qui, vous l'aurez compris, est librement inspiré du Téléthon ou de The Event. N'hésitez pas à consulter la barre de description du podcast pour découvrir les autres participantes et participants de cette première édition du podcaston. Allez, je ne vous embête pas plus, bonne écoute à vous. Bonjour à toutes les deux, je suis très honorée de vous recevoir au micro dans le cadre du podcaston. Je vais vous inviter d'abord à vous présenter et ensuite on présentera l'association Ostara. Bonjour, merci en tout cas de nous écouter. Du coup, moi, c'est Elsa Fourneau. Je suis éducatrice spécialisée et accompagnante au sein de l'association Ostara, du coup. Morgane Creil, je suis la fondatrice et je suis directrice de l'association Ostara. Merci à toutes les deux. Alors, on va commencer par une présentation de l'association Ostara, puisque c'est une association qui œuvre à l'échelle locale, à l'échelle de la Haute-Savoie. Donc, je vais vous inviter à présenter l'association, peut-être nous redonner un petit peu de contexte. Sa date de création, c'est une association assez récente, finalement, puisqu'elle a à peine 2 ans. Voilà, est-ce que l'une d'entre vous peut la présenter ? Bien sûr. Donc, Ostara est née il y a 2 ans. Effectivement, partant du postulat qu'il n'existait pas d'association sur le bassin annécien qui proposait un accompagnement spécialisé pour les femmes victimes de toute violence sexiste et sexuelle. L'important, c'est vraiment dans ces 2 mots, c'est-à-dire spécialisé et toute violence sexiste et sexuelle, parce qu'il existait bien une association qui accompagnait les femmes victimes de violences conjugales, mais dès que l'auteur des violences n'était plus un conjoint ou un ex-conjoint, mais une autre personne, ce qui peut être une personne de la famille, qui peut être un collègue de travail, un ami, une connaissance ou un inconnu, là, il n'y avait plus d'association spécialisée qui proposait un accompagnement.
Donc c'est sur ce postulat-là que l'association s'est créée il y a 2 ans. On avait pensé le projet pendant quelques mois pour pouvoir connaître aussi les partenaires et le territoire un petit peu mieux avant d'ouvrir nos portes, et on a ouvert nos portes en septembre 2021. Parfait. Aujourd'hui, qui, compose, cette association? Donc vous êtes toutes les 2. Il y a aussi, bien évidemment des bénévoles. Quelle est la structure de l'association? Et ensuite on passera vraiment, aux missions de cette association et comment vous accompagnez, les femmes, victimes de ces violences. Alors sur la structure, il y a effectivement nous 2 qui sommes sur le terrain, Elsa et moi-même. Il y a un bureau de l'association, comme toute association, c'est-à-dire avec une présidente, des secrétaires, une trésorière, un CA et ensuite des bénévoles. Donc je dirais qu'aujourd'hui au CA, je crois qu'on est 5, enfin elles sont 5. Sur le terrain, nous sommes 2, et en nombre de bénévoles, on est sur une petite trentaine de personnes qui nous accompagnent. Mais comme tout bénévolat, une trentaine de personnes, mais tout le monde n'est pas actif autant T. Et les missions sont très diverses et variées. Mais nous avons un positionnement cependant qui est que les bénévoles n'accompagnent pas les femmes au quotidien, parce que nous pensons qu'il faut vraiment avoir une posture professionnelle et une expertise pour pouvoir accompagner les femmes. Quand vous dites professionnel, de quel type de profession est-ce qu'il s'agit? Alors Elsa est, éducatrice. Est-ce qu'il y a des psychologues? De qui est-ce que vous vous entourez comme, professionnel? Alors aujourd'hui, en tant que professionnels, il n'y a que nous 2 qui sommes toutes les 2 de base travailleuses sociales, éducatrices spécialisées. Après, effectivement, si on avait l'opportunité d'élargir notre équipe, on est sur des profils de travail social ou de psychologie. Toutes les 2 éducatrices spécialisées, mais par exemple, Morgane m'a formée à l'accompagnement, à la spécificité du public qui sont les femmes victimes de violences sexistes et sexuelles, en plus de ma formation initiale. D'accord. OK, donc vous avez reçu en parallèle un complément, en fait. Exactement. Et alors, j'aurais aimé d'abord qu'on requalifie, ce terme de violence sexiste et sexuelle pour que, voilà, les auditeurs et les auditrices aient bien, conscience de ce dont on parle. Est-ce que, il y a des textes, de loi qui qualifient, ces mots? Est-ce que vous avez des définitions, à nous apporter? De quoi est-ce qu'on parle quand on parle d'une violence sexiste? De quoi est-ce qu'on parle quand on parle d'une violence sexuelle? Est-ce qu'il y a des degrés, de violence? Déjà, ce que je peux vous dire, pour ce qui est des violences, en tout cas, on se base déjà de la loi, tout simplement, des textes de loi qui définissent plus ou moins les violences que les femmes peuvent vivre. De plus, on observe, en plus de la loi, des rapports de force, des relations inégalitaires avec une personne qui est au-dessus de l'autre, avec des rapports de force, de domination, de pouvoir. Et on peut dire qu'il y a violence aussi lorsqu'il y a des conséquences. Des conséquences comme la perte de confiance en soi, d'estime de soi, des difficultés par rapport à son corps, des troubles psychologiques, des troubles psychiatriques. Et en gros, pour moi, ce sont ces 3 éléments qui amènent pour prouver qu'il y a eu violence. Effectivement, la forme de violence sexiste et sexuelle n'est pas encadrée légalement. Il y a des violences dites sexistes, et là on va plus parler de harcèlement ou d'inégalité. Des violences sexuelles, on va plus parler des viols, des agressions sexuelles, mais on parle parfois plus de violences faites aux femmes de manière générique, et là on se base sur la définition de l'Organisation des Nations Unies. Je peux vous la lire si besoin. Allez-y, avec plaisir. Alors, la violence faite aux femmes désigne tout acte de violence fondé sur l'appartenance au sexe féminin, causant ou susceptible de causer aux femmes des dommages ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, et comprenant la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée. Voilà. Après, c'est une définition de 1993, donc il y a peut-être des choses qu'on pourrait modifier aujourd'hui, mais en tout cas, la définition est quand même intéressante parce qu'elle prend en considération toutes les formes de violence, et ainsi que la menace, et quel que soit le contexte, c'est-à-dire vie privée, vie publique.
Et donc vous, en vous basant sur cette définition, je rebondis parce que j'ai vu hier que vous accompagnez, des femmes au tribunal. Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez faire? Vous êtes là en soutien? Comment ça se passe quand, une femme est victime de violences, que ce soit sexistes ou sexuelles? Comment est-ce que vous pouvez l'accompagner, en lui apportant, du soutien, des ressources? Voilà, quelle est la position, d'Ostara? À quel point est-ce que vous pouvez, épauler ces femmes? Alors l'accompagnement, il est vraiment variable et singulier à chaque femme. Chaque accompagnement est du coup différent. Les femmes n'ont pas les mêmes besoins, on vit pas les mêmes violences. Il y a des femmes qui souhaitent porter plainte, il y a des femmes qui ne souhaitent pas porter plainte, et nous on les accompagne, quelle que soit leur décision. On les accompagne à leur libre arbitre et qu'elles veuillent porter plainte ou qu'elles ne le veuillent pas. Après, ça arrive que des femmes, du coup, décident de porter plainte. Et du coup, là, on peut les accompagner à la police. On les accompagne dans la procédure. Donc, tout un accompagnement, du coup, judiciaire. On peut orienter aussi à plusieurs avocats avec lesquels on travaille en partenariat. Et des fois, quand ce n'est pas un sans suite, ça nous arrive, du coup, d'aller au tribunal, accompagner les femmes, donc avec une posture de soutien, d'écoute et voilà. De plus, dans notre accompagnement, du coup, il peut être du coup judiciaire, administratif et souvent et très souvent simplement des fois de l'écoute, des mots comme on la croit, comme c'est pas normal ce qu'elle a vécu, que c'est pas de sa faute. Des fois, des femmes qui racontent leur récit de vie, c'est très important pour elles et des fois plus que une procédure judiciaire. Mais des fois, là, des démarches administratives. On accompagne en individuel et aussi collectivement. Donc, le fait de faire groupe, de se retrouver entre femmes, de puiser la force du collectif, ça peut être un outil pour se reconstruire aussi. C'est vraiment un accompagnement, il n'y a rien qui est obligatoire. C'est-à-dire, il y a des femmes, elles viennent que pour de l'écoute. Il y a des femmes, elles viennent pendant un temps, ensuite elles viennent plus, ensuite elles reviennent. Il y a des femmes qui viennent que pour le collectif. Il y a des femmes qui, elles, vont nous demander plutôt d'être là en soutien pour toutes les démarches, mais qui ont déjà, de par leur choix, réalisé déjà un accompagnement psy, par exemple. Donc elles ont moins besoin d'être entendues parce que c'est déjà travaillé, mais plus sur un accompagnement dit féministe, on va dire, avec une présence soror sur certaines étapes où la psychologue fait pas ce genre de déplacement. Ce qu'il est important aussi de notifier, c'est qu'on accompagne des femmes qui vivent des violences actuellement, qui ont vécu des violences et qui ont aussi vécu des violences il y a une vingtaine d'années. Donc la temporalité est vraiment différente pour chacune et l'accompagnement aussi diffère à ce moment-là. C'est-à-dire que toutes les femmes sont les bienvenues chez Ostara, c'est-à-dire que les femmes n'ont pas besoin d'être victimes de violences à l'instant T. Genre si c'était pas hier, on s'en fiche en fait. Si c'était comme disait Elsa, si c'était il y a 20 ans, parce qu'on accompagne pas mal de femmes qui ont été victimes d'inceste, si c'était il y a 20 ans et qu'aujourd'hui les femmes elles ont besoin de se retrouver dans des groupes de parole avec d'autres personnes qui les comprennent, qui les jugent pas, qui ressentent des mêmes émotions, des mêmes besoins qu'elles, et ben c'est ok pour nous. Enfin, on n'est pas là pour juger quels sont les besoins des femmes. En fait, on est là pour leur proposer des outils et une expertise pour pouvoir avancer. Et cette expertise, elle passe aussi par de la compréhension. C'est vrai qu'on peut, par exemple, une femme qui est en situation ou qui a été en situation de violence conjugale, va pouvoir lui expliquer le cycle de la violence, lui apporter des outils, des manières de comprendre pourquoi elles sont restées, qu'il y avait de l'emprise, par exemple, des mots que voilà, pour leur enlever un petit peu cette culpabilité et le poids des violences qu'elles portent. Voilà, une compréhension des schémas de violence, décrypter un petit peu la stratégie de l'agresseur, des connaissances qui sont pas forcément accessibles à tous et à toutes. Bien sûr, en fait, c'est un travail qui est quand même, en tout cas, vous proposez un accompagnement très complet et en même temps vraiment au cas par cas selon les besoins, des femmes. J'ai vu aussi, sur votre site et sur votre compte Instagram que vous proposiez plusieurs ateliers par mois, sur des thématiques,
assez varié, j'ai trouvé. En tout cas, je me suis basée sur, ces 2 derniers mois et surtout sur le mois de mars, avec, un atelier autour de la sophrologie, un autre autour de l'hypnose. Comment est-ce que vous pensez ces ateliers? Comment est-ce que vous restez aussi, alerte par rapport à toutes les techniques qui peuvent exister pour, apaiser des angoisses, trouver, de la force, trouver des réponses, voilà. Comment est-ce que vous choisissez les professionnels avec lesquels vous vous entourez pour ces ateliers? Alors, il va y avoir différentes entrées. Déjà, il y a une certaine expertise me concernant. Ça fait plus de 10 ans que j'accompagne des femmes de différentes manières, hein, victimes de violences. Donc aussi ça a pu me permettre de développer, oui, une expertise, sur les conséquences des violences et sur, différentes manières de pouvoir avancer. Ces ateliers ont deux objectifs. Le premier, comme disait, ma collègue Elsa, sur l'importance du collectif dans ces moments-là et aussi, venir, répondre à une conséquence des violences. Alors, par exemple, là, vous avez cité la sophrologie et l'hypnose, qui sont des outils qui peuvent venir travailler la confiance en soi, qui peuvent venir travailler le stress, qui peuvent venir travailler, la dernière fois en hypnose, on a travaillé la question de la culpabilité, et qui sont, voilà, des techniques, faites par des professionnels. Attention, la personne qui nous accompagne est sophrologue, l'autre est hypnothérapeute. On n'invente pas des métiers comme ça. Et en fait, nous, on est pour un accompagnement non dogmatique, c'est-à-dire qu'on ne souhaite pas rentrer dans cette manière de penser que les femmes victimes de violences ont besoin d'un seul type d'accompagnement parce que les violences sont issus du patriarcat, donc ça, bien évidemment, on est complètement d'accord avec ça, attention, et que ça serait la seule manière de pouvoir aller mieux, etc. Non, il y a des conséquences des violences et les femmes ont besoin de venir se reconstruire par rapport à ces conséquences. Et voilà, là, on a cité la confiance en soi, la culpabilité, certaines émotions qui peuvent être difficiles. Donc voilà, on s'accompagne de professionnels sur ces sujets-là, mais ça peut être aussi, on fait des ateliers avec une sexothérapeute pour venir discuter du rapport à la sexualité après des violences sexuelles, par exemple. Donc oui, on s'accompagne vraiment de professionnels. Après, il y a eu certaines choses, typiquement sur l'atelier sexo, où c'est nous qui avons fait une demande sur nos réseaux sociaux, est-ce qu'il y a une sexothérapeute qui serait intéressée, etc. On en a contacté quelques-unes, mais parfois, comme là sur la question de l'hypnose, c'est une de nos bénévoles qui nous a contactés pour faire du bénévolat au sein de l'association, qui se trouvait être hypnothérapeute et qui nous a proposé des ateliers. Et c'est comme ça qu'on s'est dit, bah ouais, grave, ça peut être trop intéressant. Et ça a parlé à pas mal de femmes, donc... Et la diversité de nos ateliers sont très importantes parce que comme on l'a dit précédemment, chaque femme est différente, chaque violence peut être différente et du coup, de multiples ateliers vont peut-être correspondre à plus de femmes. Par exemple, il y a des femmes qui l'expression par la parole leur fait beaucoup de bien. D'autres, c'est encore quelque chose de trop compliqué qui ne leur correspond pas et qui vont aller du coup plus s'orienter vers des ateliers artistiques avec de l'expression grâce au collage, grâce à l'art-thérapie, qui seront beaucoup plus, beaucoup plus adaptés à elles, qui elles sont elles. Voilà. Vous collaborez également avec d'autres associations qui sont également situées sur le bassin annécien. Vous l'avez dit, vous avez créé Ostara pour répondre à un besoin, pour répondre à une problématique. Néanmoins, j'ai pu, observer en suivant un peu votre travail que vous travaillez avec, d'autres associations, féministes, du bassin annécien. Comment est-ce que vous avez réussi à créer ces collaborations, ce tissu, local? Et à quel point est-ce que c'est important pour vous de travailler en synergie avec, d'autres associations? C'est pareil, il va y avoir différentes réponses. Déjà, c'est important parce que nous sommes des associations sœurs et que dans notre manière de voir le féminisme, c'est important d'être là les unes pour les autres et de se soutenir parce qu'on
au final, on est toutes là avec différentes formes, hein, mais pour le même objectif, c'est-à-dire réduire les inégalités femmes-hommes et les violences faites aux femmes. Donc ça va être un premier point. Ensuite, c'est important parce que comme tout travail partenarial, que ce soit avec les associations féministes ou d'autres, c'est ainsi que les femmes peuvent avoir aussi connaissance de notre association, c'est-à-dire que pour citer Espace Femmes avec qui nous collaborons, elle nous oriente énormément de femmes parce que parfois il y a une femme victime de violences sexuelles par son patron, par exemple, les appelle elles parce qu'elles sont une association départementale, mais au final, elles n'accompagnent pas les femmes victimes de violences sexuelles au travail. Donc c'est hyper important que ces associations-là, on travaille main dans la main aussi pour pouvoir être au plus proche des besoins des femmes qui nous contactent, comme nous parfois on réoriente des femmes vers Espace Femmes quand elles sont victimes de violences conjugales dans une situation d'urgence et qu'il y a danger. Enfin voilà, c'est hyper important que les femmes puissent être vraiment bien accompagnées. On n'est pas on se bat pour un monde féministe, c'est-à-dire un monde sans pouvoir, sans concurrence. On n'est pas sur un truc de capitalisme, même si parfois la société nous y pousse avec les subventions, etc. Mais nous, en tout cas, on est vraiment dans cette démarche qu'on est là vraiment pour les femmes. Et l'objectif, c'est qu'elles aient l'accompagnement le plus adapté, que ce soit avec l'une ou l'autre des associations, en fait. C'est peu importe. Et ça nous permet d'organiser des événements ensemble aussi. Quand on parle de sensibilisation grand public, quand on parle de sensibilisation scolaire, quand on parle de féminisme, quand on parle de réflexion sur comment changer le monde et changer les pouvoirs publics, changer les lois. Enfin là-dessus, on se retrouve tout aussi sur des réunions, donc c'est top. Moi, je trouve ça très précieux, cette collaboration entre les différentes associations sur le bassin alsacien ou ailleurs d'ailleurs. Mais comme vous le disiez, parce que ça peut permettre à des femmes de trouver de l'aide ou en tout cas de trouver un accompagnement complémentaire. J'aurais aimé que on revienne un petit peu sur la situation telle qu'elle est aujourd'hui. On enregistre cet épisode en 2023, je le précise, comme ça, s'il y a des auditeurs du futur qui nous écoutent, des auditeurs et des auditrices du futur qui nous écoutent en 2025, j'espère du fond du cœur que la situation se sera améliorée. Aujourd'hui, et ce sont des statistiques qui datent de 2021 que j'ai trouvées sur votre site internet, il est indiqué qu'une femme est violée toutes les 7 minutes en France. Une femme sur 5 a été ou sera victime de violences au travail. Ce sont des chiffres conséquents. Ce sont des chiffres, selon vous, réalistes ou finalement qui ne représentent pas l'ensemble des femmes, puisqu'on le sait, beaucoup n'ont jamais dit qu'elles avaient été victimes de violences. Ce sont des chiffres avec une partie d'estimation, mais quand même, je pense qu'on est au-deçà de la réalité, effectivement. Et quand on voit, nous, dans notre accompagnement, qu'il y a des femmes parfois qui arrivent parce que elles viennent nous faire part de violences, je sais pas, sexuelles il y a 10 ans, je dis n'importe quoi, hein. Et en discutant, en les accompagnant, on se rend compte qu'en fait, elles sont aussi victimes de violences psychologiques dans leur couple, mais pour elles, vu qu'elles n'étaient pas tapées, elles n'étaient pas victimes de violences. Il y a une méconnaissance des violences, ou en tout cas peut-être une banalisation aussi. Le nombre de femmes qu'on accompagne qui viennent nous parler d'agression sexuelle, et quand on creuse un petit peu, on se rend compte que non, c'est pas une agression sexuelle, mais c'est un viol. Il y a le fait que ce soit énormément tabou, que les femmes y ait cette honte, portent le poids de la honte, alors que ça ne devrait pas être elles qui le portent, mais les agresseurs. Puis il y a aussi le fait qu'on, dans une société où juridiquement c'est difficile d'avoir une reconnaissance de victime, et que du coup ça intensifie la banalisation et le fait que faut mieux pas en parler, parce que de toute façon on ne me croira pas, on dira que je fais ça pour l'argent, ou que je suis folle et hystérique. Effectivement, MeToo a fait énormément de bien à la libération de la parole des femmes, dans le sens où on en entend parler comme un vrai sujet de société, mais il y a deux choses qu'on oublie. C'est déjà les femmes en parlaient un peu entre elles, déjà. C'était pas étalé dans les médias, et que aujourd'hui l'écoute n'est toujours pas présente. C'est-à-dire que la première réaction, toujours en 2023, qu'il y a quand une femme, qu'elle soit célèbre ou non, parle de violence dont elle est victime ou elle a été victime, elle va être tout de suite questionnée sur la véracité des faits, sur les objectifs qu'elle a
à prendre la parole sur ce sujet-là, etc. Donc on en est encore finalement aux mêmes complications pour les femmes aujourd'hui. Il y a beaucoup de femmes qui disent en fait j'aurais dû ne pas en parler parce que de toute manière on ne me croit pas. Et d'ailleurs, la véracité de leurs propos sera questionnée aussi bien par des hommes que par des femmes. Oui, tout à fait, mais la société, les femmes comme les hommes sont les victimes du patriarcat et sont possiblement misogynes. Ça, il y a plus de femmes en déconstruction que d'hommes sur ces questions-là, mais c'est vrai qu'on est égaux de ce côté-là, c'est-à-dire qu'on fait tous et toutes partie de la même société qui nous inculque depuis toujours que les femmes sont vénales, sont des menteuses, que les hommes ont des besoins plus importants, qu'il y a différentes fausses vérités, qu'il faut faire attention à comment on s'habille quand on va à l'extérieur, parce que sinon on sera un peu fautif des agressions dont on est victime, alors que déjà il y a que 3% des agressions sexuelles qui ont lieu à l'extérieur. Le premier lieu, c'est l'intérieur avec des personnes qu'on connaît. Donc déjà, on nous apprend à avoir peur de l'extérieur, de l'étranger, alors que dans 9 cas sur 10, c'est quelqu'un que l'on connaît sur la question des violences sexuelles. Et puis aussi, on apprend que c'est toujours la faute des femmes, en fait. En fait, c'est tabou dans toutes les strates de la société. C'est tabou de parler de l'inceste. C'est aussi tabou de parler de violences sexistes au travail parce que, comme vous le disiez, ça peut se retourner contre la femme victime en disant qu'elle fait ça pour obtenir une promotion ou qu'elle va attirer l'attention envers elle. Comment est-ce qu'on sort de ce cercle vicieux? Vous parlez de déconstruction, donc en entamant une déconstruction, est-ce que vous recommandez des ouvrages? Est-ce que vous recommandez de visionner des documentaires? Comment est-ce qu'on parvient à essayer de déconstruire nos propres pensées, mais également inviter notre entourage à le faire? Mais alors, il va y avoir différentes choses. Effectivement, la lecture, les podcasts, les films, les documentaires peuvent être une bonne source d'information, vraiment pour se déconstruire sur plein de sujets différents. Mais je pense que une des choses aussi, c'est d'avoir un petit coin dans la tête qui se dit, en fait, si quelqu'un me dit quelque chose, il faut que je parte du principe que c'est vrai. Même que ce soit une femme ou un homme, voilà. Ou un enfant. Ou un enfant, effectivement. Et ça, je pense que c'est un réflexe qu'on n'a pas. Et moi, je prends souvent l'exemple d'une vidéo qui avait été faite il y a quelques années d'un homme qui s'était déguisé en femme, qui s'était baladé dans la rue avec une caméra et ça montrait un peu le harcèlement. Et tout le monde criait ah bah voilà, on voit quand même. Et à cet homme-là, il disait ah bah maintenant j'ai compris. Mais en fait, t'avais juste à écouter et croire les femmes. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est primordial. Et en fait, ça, c'est un vrai travail sur soi et qu'aucune lecture ne pourra déconstruire ça. Il faut se déconstruire soi-même intellectuellement et émotionnellement sur quel poids je donne à la parole des femmes versus à la parole des hommes. Et ça, on peut lire des millions de choses qui nous diront que ça a le même poids. Tant que nous, on ne vient pas déconstruire les stéréotypes, c'est compliqué, quoi. Cette déconstruction, elle est accessible à tous et à toutes, mais c'est vrai que elle est compliquée parce que c'est un peu ouvrir les yeux sur une réalité auquel on n'a pas envie de voir et que des personnes préfèrent se conforter dans un monde où oui, bah c'est pas vrai, où ça arrive que aux autres et puis ça me concerne pas. Mais pourtant c'est bien là, mais ça peut être très difficile pour l'extérieur d'ouvrir les yeux sur une réalité qui est très oppressante pour les femmes. Quand on regarde les statistiques, c'est compliqué de se dire que ça n'arrive qu'aux autres puisque, il faut bien avoir conscience que ce type de violence, ça peut arriver dans n'importe quel, univers, n'importe quel milieu social, n'importe quelle entreprise et c'est assez important, je trouve, de le rappeler parce qu'on a vite tendance à penser qu'effectivement c'est chez les autres et pas chez soi alors que ça peut concerner, tout le monde. Il y a un dernier sujet que j'avais envie d'aborder avec vous, qui est celui, de l'amnésie traumatique. Alors je sais que vous, c'est pas le cœur de votre association
et j'ai longuement hésité avec une association spécialiste de l'amnésie traumatique pour cet épisode du podcaston. Et finalement, je préférais un épisode un peu plus généraliste. Est-ce qu'il vous arrive, vous, d'accompagner, de recevoir des femmes qui ont été victimes d'inceste ou de violences sexuelles plus jeunes et qui, finalement, dont la mémoire a été embuée pendant plusieurs années, parfois des dizaines, parfois des vingtaines d'années, et qu'elles arrivent chez Ostara et comment les accompagner? Alors oui, on a pas mal de femmes qui ont été victimes de violences sexuelles et ou d'inceste et qui viennent nous voir. Certaines femmes sont encore jeunes, ont une vingtaine, trentaine d'années. D'autres ont une amnésie traumatique jusqu'à la retraite. Il y a une femme qu'on accompagne qui a 65, 66 ans et qui son amnésie s'est levée au moment de sa retraite. Parce que ça marche comme ça aussi. L'amnésie, on ne décide pas quand elle se lève. Et la manière dont on les accompagne, là, c'est pareil, ça va être un peu différent selon les situations. Mais on les accompagne déjà à comprendre ce qu'est l'amnésie traumatique. Est-ce que vous pouvez expliquer brièvement pour les auditeurs et les auditrices? Alors, je vais peut-être pas utiliser les bons termes parce que c'est pas ma spécialité, mais en gros, quand on a été victime de violences à un moment, souvent dans l'enfance, le cerveau, pour des questions de survie, va ranger l'événement traumatique pour que le cerveau n'explose pas, en fait, tout simplement, et pour que cet élément puisse ressortir à un moment où la personne est plus prête à recevoir les informations. Alors bon, c'est le corps qui décide. Après, on peut se dire parfois qu'on n'est pas prête. Je ne sais pas qui est prêt et quand on est prêt à recevoir de telles informations qui sont destructrices sur le moment. Donc voilà, ça c'est pour ce qui est de l'ordre de l'amnésie traumatique. Et donc à un moment, elle se lève, cette amnésie traumatique, et on commence à se souvenir de choses. Et quand on se souvient de choses, c'est pas spécialement quelque chose de très clair non plus. Ça peut être des ressentis, ça peut être des images, ça peut être des sensations, ça peut être parfois quand même des petites vidéos, enfin voilà, des actes, pas juste des images. Mais c'est très diversifié aussi là-dessus. Les femmes souvent essaient d'être accompagnées aussi avec des psychologues qui utilisent la technique de l'EMDR pour pouvoir venir travailler le trauma et travailler ces images, parce que ça devient des images traumatiques et donc qui vont pouvoir possiblement développer un stress post-traumatique de nouveau avec des pensées intrusives, des cauchemars, des réminiscences, des peurs très importantes. Donc nous, on va aussi aider cet accompagnement-là en venant travailler la question des émotions, travailler la question de la peur. Après, ça dépend aussi quel est l'auteur des violences, parce que par exemple, si c'est son père avec qui on voit, je sais pas, tous les dimanches midi, ça va pas être la même chose que le meilleur ami de son père qu'on ne voit plus depuis 20 ans. Enfin voilà. Il y a aussi la question du quotidien qui est à travailler dans ces cas-là. Après, il y a la question aussi de la justice. Enfin, vraiment, ça va dépendre des femmes et de ce dont elles se souviennent, de ce qu'elles veulent en faire. Et par contre, après, là, on va aussi travailler en partenariat sur ces sujets-là par rapport aux envies et aux besoins de la femme. Mais ça peut aller, travailler avec les psychologues, les avocates, parce que sur les faits de violences sexuelles quand on est mineur, la prescription est quand même de 30 ans après la majorité. Donc, à part cette femme qu'on accompagne qui a plus de 60 ans, où là, les faits sont totalement prescrits. Mais sinon, on peut aussi accompagner sur une reconstruction liée à la justice. Et pour information, pour les personnes qui nous écoutent, même s'il y a prescription sur des faits, il est quand même possible d'aller voir la police, de témoigner, parce que si jamais il y a d'autres faits de ce même homme, ça peut être des circonstances aggravantes et réouvrir la prescribilité. Non, je sais plus. Des faits quand même. Enfin voilà, s'il y a des divers faits. Donc c'est important de pouvoir se faire accompagner, même si c'est il y a 20 ans, même si on se souvient pas de tout. Et vraiment des associations comme Ostara, parce que là on est la seule en Haute-Savoie, mais
Des associations comme Ostara, il y en a dans certains départements, et c'est vraiment bien de pouvoir se diriger vers ces associations-là. Parfait, merci beaucoup. Dernière question, promis. Est-ce que vous travaillez avec les écoles? Est-ce qu'il vous arrive de faire des interventions de sensibilisation au sein d'écoles? Alors aussi bien sur ces sujets de violences sexistes et sexuelles, mais aussi sur accompagner les enfants à apprendre à écouter l'autre. Alors effectivement, on intervient en milieu scolaire, on sensibilise et intervient en milieu scolaire, que ce soit collège, lycée et même post-bac. On essaye de s'ouvrir, en tout cas au mieux au bassin de Tien, et on va même plus loin. On est allé à Chambéry, on est allé où ? Aix. Voilà, on n'hésite pas à s'éloigner. Mais ce qui est important aussi à notifier, c'est qu'on répond aussi à une demande des établissements scolaires. Donc, en général, on vient en tant qu'association féministe, association qui sensibilise aux violences sexistes et sexuelles, mais on va aussi répondre à une demande de la part des établissements scolaires. Donc, souvent, on vient avec des notions, les notions de consentement, qui est énormément demandé par les établissements, et les notions de harcèlement. Et on va essayer toujours de rajouter, si on peut, les notions de violence sexiste et sexuelle. Mais c'est vrai que la notion de harcèlement et de consentement est très demandée par les établissements scolaires. Bien sûr, parce que ça fait aussi écho à ce que traversent les jeunes et les jeunes filles à cette période-là. Après, je pense réellement qu'il faudrait que les portes des primaires, voire des maternelles, nous soient ouvertes de plus en plus, à nous comme d'autres associations, hein. Parce que finalement, si on laisse la possibilité à un terreau de violence, nous, après, on fait de la sensibilisation, mais entre guillemets, pour venir déjà un peu réparer, quoi. L'objectif, c'est vraiment de changer la société, et là, c'est les réflexes qu'on a, ils sont dès la petite enfance, hein. Il y a des initiatives en Suisse, au Canada, qui travaillent pas mal, hein, avec les enfants, vraiment maternelle, primaire, sur juste le consentement. C'est simple, hein, c'est quand je dis non, pouvoir que mon non soit entendu, écouter ce qui se passe dans mon corps quand on me propose quelque chose. Est-ce que j'ai envie de dire oui? Est-ce que j'ai envie de dire non? Qui a le droit de me toucher? Qui n'a pas le droit de me toucher? Et où et quand? Voilà. Et tout ça, en fait, c'est des bases au consentement qui sont hyper importantes et qui permettent après aux autres. Il y a une chanson, hein, comme ça, qui est Mon corps, c'est mon corps, ce n'est pas le tien. C'est québécois. Et en fait, je chante pas, désolée, mais en fait, c'est des bases qu'on devrait nous apprendre dès petits, mais c'est vrai qu'en France, on est très très frileux, et pour cause aussi, hein, tous les mouvements plutôt de droite, plutôt catholiques, qui à une époque ont dit que si on faisait de la prévention à la sexualité, on allait pervertir les plus jeunes, alors qu'en fait, c'est pas ça. C'est qu'on s'adapte aux âges, en fait, et que oui, un maternel, on va lui apprendre à dire non, on va lui apprendre que les gens n'ont pas le droit de le toucher à certains endroits, que s'il dit oui, qu'est-ce qu'il doit ressentir, s'il dit non, qu'est-ce qu'il doit ressentir, enfin voilà, des choses comme ça, et on s'adapte. Et effectivement, après en primaire, on commence à mettre un petit peu plus de mots. Après au collège, on parle vraiment déjà un peu du harcèlement, de comment se protéger, qui aller voir, et malheureusement, ça a été détourné de ses objectifs par des personnes qui ont des idéologies un peu extrêmes, quoi. Bien sûr, alors que quand on regarde les statistiques sur le nombre d'enfants victimes d'inceste par classe, de la prévention dès la maternelle, dès la petite section, je pense que ça ne serait pas trop. C'est ça, je crois que c'est un enfant sur 5 est victime d'agression sexuelle. Ouais, c'est de ça. violences sexuelles, dont inceste, donc. C'est ça. Un enfant sur 5, mais un enfant sur 5, c'est aussi les adultes que nous sommes. Donc en fait, quand on y réfléchit et qu'on met bout à bout les chiffres des violences, il y a très peu de gens qui sont malheureusement pas victimes Épargnés. de ça dans leur vie, quoi. Donc c'est un vrai sujet et qui touche principalement donc les enfants et les femmes. C'est incroyable de se dire que aujourd'hui, c'est presque un privilège de ne pas avoir été victime de violences. Ouais. C'est complètement hallucinant.
Merci beaucoup pour cet échange. Que peuvent faire les auditrices et les auditeurs du podcast qui ont envie de soutenir cette cause qui, je pense, ils l'auront compris, m'est très chère? Pour soutenir Ostara, nous, on est toujours en recherche d'adhérentes et d'adhérents parce que ça nous permet de montrer qu'on est soutenu par la société. Voilà. Après, pour la cause, on peut aussi devenir bénévole des associations qu'il y a autour de soi, parce que vu que vous êtes écoutés partout, il n'y a pas qu'Ostara, on est qu'en Haute-Savoie, mais il y a plein d'autres associations, voilà, qui ont besoin de soutien financier, physique, voilà, en temps, en bénévolat. Et puis après, je crois que le dernier point, c'est comme on l'a dit à un moment, on est tous responsables en fait de la société dans laquelle on vit. Donc déconstruisons-nous, lisons, écoutons, les concernés en premier lieu, mais aussi des bouquins et des émissions comme celle-ci que vous faites. Et puis voyons chez nous les stéréotypes qu'on peut avoir intégrés et essayons de les déconstruire pour pouvoir être le plus féministe possible. Et pour toutes les femmes qui ont pu être ou qui sont victimes aujourd'hui, qu'il y a cette possibilité de contacter une association qui pourront les écouter. Alors nous, nos moyens pour rentrer en contact avec nous, ils sont très multiples. C'est site internet, Instagram, Facebook, téléphone, mail, texto, WhatsApp. Enfin, tous les moyens sont bons et on sera là pour répondre à toute demande ou besoin de renseignements. Et je tiens à préciser que votre site internet permet un échappatoire rapide qui peut être utile à des femmes en situation, dans certaines situations. Donc voilà, il faut pas hésiter. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir pris le temps de répondre à mes questions sur Basilic et sur la page Instagram. Durant toute la semaine du podcaston, nous allons créer du contenu en lien avec les violences sexistes et sexuelles. Bien évidemment, nous représenterons Ostara à ce moment-là. Donc merci infiniment et puis j'espère un épisode en 2026 avec des statistiques et des propos différents parce que la société aura évolué. J'ai envie d'y croire. Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, j'imagine qu'il vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à Basilic sur votre application de podcast favorite pour ne louper aucun épisode. Vous pouvez également me suivre sur Instagram et LinkedIn @BasilicPodcast pour découvrir les coulisses de tous les épisodes et de toutes les interviews. Et enfin, si l'univers du podcast vous intéresse, alors je vous invite à jeter un œil à basilicpodcast.com. Vous y découvrirez Basilic Studio, la formation que j'ai créée pour vous accompagner à lancer votre propre podcast et surtout le podcast de vos rêves, mais également Basilic Lab, l'agence qui nous permet de créer des podcasts pour des marques audacieuses et des thérapeutes engagés. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez grand soin de vous.